Nous sommes peu après l'heure H, le 6 juin 1944. Ray Halm est dans sa péniche d'assaut et se dirige droit vers l'un des pires secteurs de la plage d'Omaha Beach, avec les 65 hommes de sa compagnie B du 2e Rangers. Au soir du jour J, ils ne seront plus que 8, encore en état de combattre. Voici l'histoire et les lettres d'un soldat d'élite plongé dans la plus grande invasion amphibie de tous les temps. Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans du débarquement en Normandie et à cette occasion, dans cet épisode spécial, je vais vous emmener sur les lieux mêmes des événements décrits 8 décennies plus tard. Je ferai aussi plusieurs allusions à l'excellent film « Il faut sauver Soldat Ryan » car Ray Halm appartenait au bataillon du capitaine fictif interprété par Tom Hanks. Mais Ray, lui, est bien réel, même si son histoire est extraordinaire. Né en 1921 à Chicago, il quitte son emploi de charpentier pour rejoindre une unité d'élite, les Rangers. La sélection des volontaires et leur entraînement sont impitoyables, mais Ray parvient à intégrer leur rang. Il ne dit rien de la dangerosité des missions qui l'attendent à Audrey, son amour de lycée qu'il a épousé à l'âge de 20 ans. Mais les Rangers, eux, savaient parfaitement dans quoi ils mettaient les pieds. Fin avril 1944, ils avaient répété inlassablement un assaut amphibie à Slapton Sands en Angleterre et fin mai, près de Dorchester, ils étudiaient consciencieusement des cartes, des photos aériennes, des maquettes de la plage et des rapports très complets sur les troupes ennemies en présence. La moitié du bataillon devra prendre d'assaut la pointe du Hawk, à mi-chemin entre Omaha Beach et Utah Beach, tandis que les 3 autres compagnies, dont celle de Ray, viendront en renfort des troupes débarquées sur Omaha. Omaha Beach, c'est 8 km de plage qui s'étend sur 3 communes, Virville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Colville-sur-Mer. C'est une belle étendue de sable fin, dominée par des promontoires au creux desquels courent 5 vallées, créant des sorties de plage naturelles. Ces dernières sont bien évidemment lourdement protégées par les défenses allemandes du mur de l'Atlantique, bien qu'à la veille du jour J, tous les ouvrages ne sont pas encore terminés dans ce secteur. À l'ouest, côté Virville, la 29e division d'infanterie va connaître son baptême du feu, mais elle aura le soutien des Rangers. À l'est, face à Colville, débarquera l'expérimentée 1re division qui a déjà connu les combats d'Afrique du Nord et de Sicile. Le jour J approche. Quand ils ne s'entraînent pas à l'escalade de falaises sous le feu ennemi, les Rangers jouent au baseball, le sport préféré de Ray. Ce dernier passe également beaucoup de temps sous sa tente à écrire des poèmes et des chansons d'amour à sa femme, et des lettres. Beaucoup de lettres, puisqu'il écrit quasiment tous les jours. Le 31 mai, il lui envoie une ultime missive depuis l'Angleterre. Ce sera ma dernière lettre avant un certain temps, et je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Tu lis les journaux. Oui, je suppose que nous serons tous les deux affectés par cette séparation, mais notre amour ne changera jamais. Il sera toujours plus profond. Tout ce que j'attends avec impatience, c'est que nous soyons à nouveau réunis. Je sais que ce ne sera pas long. Je suis désolé ma chérie, mais je ne peux toujours pas te dire ce que je suis en train de faire. Le moment est venu de se dire au revoir pour un petit moment, ma chérie, alors garde la tête haute et prends soin de toi pour moi afin que je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de te dire d'être sage, je sais que tu le seras. Que Dieu te bénisse, ma Audrey. Et n'oublie jamais que je t'aime, maintenant et pour toujours, de tout mon cœur et de toute mon âme. Je t'aime. En attendant la victoire. Le voilà, le fameux Till Victory, message codé dont je vous ai parlé dans l'épisode 5 sur la censure. Le lendemain, 1er juin, les Rangers embarquent sur le navire Prince Charles. Ray est un sergent en charge d'une équipe de mortiers qui prend place dans la péniche d'assaut de la 2e section avec le lieutenant Fitzsimmons. Au matin du 6 juin, peu après 7 heures, ils approchent d'Omaha Beach, mais c'est un véritable massacre qui se déroule sous leurs yeux. Les bombardements préliminaires ont été inefficaces. Les défenses allemandes du mur de l'Atlantique sont intactes. Dans le secteur Dock Green, face à Virville-sur-Mer, la première vague d'assaut de l'inexpérimentée 29e division d'infanterie, débarquée à 6h30, a subi presque 90% de pertes. Des survivants racontent qu'ils ont vu la mer tourner au rouge.
Puisqu'il n'existe pas de photo de l'enfer qui s'y est déroulé, on ne peut que l'imaginer en observant ces clichés flous de Robert Capa, qui a immortalisé l'assaut de la première division sur le secteur Easy Red, plus à l'est. Passe à Dock Green, au dernier moment, les péniches des Rangers prennent la direction de Dog White, sur leur gauche, relativement plus calme. Mais vers 7h40, à plus de 100 mètres du rivage, une mine marine, ou un obus de 88 mm selon les sources, arrache la porte de l'embarcation de Ray. L'explosion assomme le lieutenant et tue le marin en charge d'abaisser la rampe. Les tirs de mitrailleuses se concentrent désormais à l'intérieur du landing craft, tuant 2 très bons amis de Ray placés juste devant lui. Comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, les hommes sont contraints de sauter par les côtés de la péniche et de continuer à la nage au milieu des cadavres du 116e régiment qui flottent à la surface et sous un feu nourri. Équipé d'un bazooka et de 6 lourdes roquettes, Ray coule sous le poids de son barda. Il doit tout abandonner au fond de la Manche et il ramasse un fusil sur la plage. Il racontera dans une lettre à Audrey l'enfer qui se déchaîne tout autour de lui. Tu ne peux pas imaginer ce qu'un bombardement d'artillerie, des snipers et des mitrailleuses qui te tirent dessus peuvent te faire avant que tu ne le vives réellement. C'est comme un horrible cauchemar. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette heure à ramper sur la plage, après avoir nagé les derniers 50 mètres jusqu'à elle, une fois la porte de notre péniche de débarquement arrachée par le tir direct d'un obus d'artillerie. Et ensuite, voir mes potes tomber tout autour de moi. Ma musette m'a sauvé la vie en traversant la plage, en empêchant une balle de me transpercer le dos. Dieu était vraiment avec moi. En fait, c'est un pain de TNT dans sa musette qui a arrêté la balle et qui, par miracle, n'a pas explosé. Il reçoit tout de même un éclat d'obus dans le poignet, ce qui ne l'empêchera pas de continuer le combat. Pour l'instant, en tout cas, car la blessure finira par s'infecter et il passera un petit peu de temps dans un hôpital de campagne en août 1944. Là-bas, une infirmière de la Croix-Rouge, très douée en dessin, lui tirera le portrait. Mais revenons à Omaha Beach et découvrons les lieux 80 ans après le débarquement. Nous sommes sur le secteur Dog White, à mi-chemin entre Dock Green sur ma droite, où se trouve la sortie D1 vers Virville, et à ma gauche le secteur Dog Red, avec la sortie D3, dite Les Moulins. Ces sorties étaient défendues par des nids de résistance, appelés WN pour Widerstandsnest, et numérotées. Ainsi, je me trouve face à l'ancienne position défensive du WN 70, installée sur les falaises dominant les secteurs Dog White et Dog Green. Elle était composée d'un réseau de tranchées et trous bétonnés appelés Tobruk, avec mitrailleuses et mortiers, et 2 petites casemates pour canons d'artillerie de campagne. C'est exactement ici qu'a débarqué Ray. Si vous êtes familier avec l'introduction extraordinaire d'Il faut sauver le soldat Ryan, vous êtes peut-être étonné de voir que les lieux sont en réalité très différents de ceux présentés dans l'œuvre de Spielberg. Dans le film, le WN 70 est représenté par un immense bunker que les Américains nettoient au lance-flammes. En réalité, il n'y en avait aucun de cette sorte sur Omaha Beach. Le choix de Steven Spielberg d'ajouter cette imposante structure en béton face à la mer était purement artistique. Les seules grandes casemates de cette plage étaient en fait positionnées sur ses extrémités. Omaha formant un arc de cercle concave, les batteries pouvaient offrir des tirs croisés sur l'ensemble de la zone et prendre les assaillants en enfilade. Voici par exemple une vue plongeante sur Dog Green et Dog White depuis le WN 73, installé dans les hauteurs derrière la sortie de Virville. Depuis la plage, on l'aperçoit à peine, parfaitement camouflé dans le terrain. Il en va de même pour le WN 72, avec cette casemate encore équipée de son canon anti-char de 88 mm, à l'abri des tirs de l'US Navy grâce à son mur de béton armé parallèle au rivage. Et les défenses d'Omaha étaient très nombreuses. 8 gros canons de 75 mm, 35 casemates, 18 canons anti-chars, plusieurs dizaines de nids de mitrailleuses, sans compter les lance-flammes automatiques, les équipages de mortiers, les snipers et les armes individuelles d'une garnison de 800 hommes. Elles s'étendent jusqu'au WN 60 à 8 km de là, défendant le secteur Fox Red devant la commune de Colville-sur-Mer. Mais c'est bien sur Dog Green que se déroule l'intro du film, et une autre différence notable est la présence de cette route qui longe la plage. Oui, le boulevard de Cauvigny existait bien à l'époque, bordé de mines et de fils barbelés, tout comme certaines de ces maisons, parfois fortifiées et utilisées par les Allemands. La plage elle-même est un obstacle à franchir. Les Américains
poussé par la marée montante mais ayant plus de 300 mètres de plage à découvert à traverser, ne trouvait qu'un fragile abri derrière les hérissons tchèques en métal destinés à crever les coques des embarcations et les asperges de rommels ou rampes en bois pour les faire chavirer, parfois surmontées d'une mine. D'ailleurs, ces dernières sont installées à l'envers dans le film, puisque tournées vers l'océan. Mais revenons en 1944. Dans sa lente progression vers la falaise, Ray trouve un abri temporaire derrière un hérisson tchèque avec 2 autres Rangers. Et il le quitte au bon moment. Il découvrira avec horreur, en se retournant, que ses camarades furent tués d'une rafale en pleine tête. L'objectif premier des Rangers, qui ont pu quitter la plage et avaient d'abord trouvé une protection toute relative derrière cette digue en pierre, est de franchir la route pour se regrouper derrière la végétation et les villas en ruine. Mais à cet instant, la compagnie B a déjà perdu la moitié de ses hommes. C'est ici, non loin de la route, qu'un ami de Ray, le soldat Robert Whitehead, est tué par un sniper allemand. Ray écrira à Audrey 1 semaine après le débarquement. « Ça me fait mal de le dire, ma chérie, mais le dîner que nous avions prévu pour 3 devra être partagé à 2. Mon copain Whitey a été tué sur la plage et est mort d'hémorragie. Il était très pâle, et je ne l'oublierai jamais. » Les 2 premières vagues américaines se retrouvent bloquées ici même par des fils barbelés sur la digue, jusqu'à ce que les sapeurs les fassent sauter avec des torpilles Bangalore. Peu avant 9h, le général Norman Cotta de la 29e division, qui se démène pour faire sortir ses hommes de la plage, s'approche alors d'un groupe de Rangers du 5e bataillon, auquel s'étaient joints quelques hommes du 2e bataillon, dont Ray Halm, arrivé juste à temps pour assister à un moment historique. Le général ordonne aux hommes qui l'entourent « Rangers, montrez-nous le chemin ». Cette phrase est devenue, et est toujours aujourd'hui, la devise de l'unité « Rangers lead the way ». Voici l'endroit précis où Ray et les Rangers s'engouffrèrent dans la brèche. Ils suivirent ensuite ce sentier, renommé en l'honneur du général Cotta, le long du versant de la falaise. Ray Halm l'emprunta en direction de l'ouest pour atteindre les défenses allemandes du WN-70 et nettoyer ses tranchées. Sur ce sentier, Ray va perdre un autre ami très proche, Charles Bremkamp. En tout cas, selon certaines sources, car d'autres indiquent qu'il serait mort sur la plage. Mais d'après l'historique de la compagnie B, il fut blessé par un sniper lors de l'ascension et serait mort peu après des suites de ses blessures. Charles était très apprécié dans la compagnie car il en était devenu le coiffeur officiel, comme le montrent ces clichés de lui pris peu avant le jour J. L'homme dont il coupe les cheveux sur ce cliché, Elmer Hollander, sera également tué sur la plage. La mère de Charles semblait également être aux petits soins avec les camarades de son fils, puisque Ray la surnommait affectueusement « maman » et lui réclamait des friandises. Voici une lettre écrite par Ray à Madame Bremkamp depuis l'Allemagne en avril 1945. Par souci de clarté, je dois préciser que Charles est surnommé Jack dans la lettre qui suit. « Chère maman Bremkamp, oui, ça aurait été génial si Jack était toujours parmi nous. Il nous manque beaucoup à tous. C'était un vrai copain et on ne l'oubliera pas. Comme vous dites, c'était la volonté de Dieu qu'il vous soit pris. C'est la seule explication possible. La raison pour laquelle Jack ne portait pas de fusil est qu'il transportait le mortier de 60 mm qui pèse 20 kg et un fusil aurait fait trop lourd. Il avait un pistolet qui devait lui assurer suffisamment de protection, étant donné qu'il avait 5 autres hommes pour le protéger une fois en position. On n'a juste jamais eu la chance de le faire. J'ai demandé à notre officier si je pouvais vous dire où Jack était enterré, mais tout ce que je peux révéler est qu'il repose dans un cimetière national pour les soldats alliés en France. Il a dit également que le War Department vous donnerait toutes les informations après la guerre. J'ai vu où il était enterré et c'est un très bel endroit près de l'océan. Il repose parmi d'autres Rangers et copains à nous. Voici le tout premier cimetière américain, en bordure de plage, où a probablement été enterré Charles. Celui-ci a cependant été rapidement déplacé, fermé le 10 juin pour des raisons d'hygiène et d'impact sur le moral des nombreuses troupes débarquées par la suite. C'est vrai qu'il y avait plus chaleureux comme accueil. 1510 corps furent déplacés le 26 juin 1944 au cimetière actuel de Colleville-sur-Mer, sur les hauteurs de la plage. Il se situait juste au pied de la falaise où avait été tué Charles Bremkamp. Quant aux Rangers qui ont pu la gravir, ils se sont vite ressaisis et ont commencé à nettoyer les tranchées avant de traverser Virville. Vers midi, en plus des quelques percées déjà effectuées, les canons de marine détruisent quelques positions fortifiées allemandes et la bataille tourne enfin en faveur des Américains, bien qu'au soir du 6 juin,
ces derniers n'auront avancé que d'un peu plus d'1 kilomètre dans les terres. Les survivants des compagnies A, B et C se regroupent pour rejoindre le reste du bataillon débarqué à la Pointe du Hoc. Ensemble, ils n'atteignent même pas l'effectif d'une compagnie. Ils ne parviendront que le 8 juin aux compagnies D, E et F, également décimées. Ces dernières avaient tenu plus de 48 heures à la Pointe du Hoc face à de violentes contre-attaques allemandes. La compagnie de Ray sera ensuite chargée de sécuriser la Pointe de la Percée, Grand-Camp-les-Bains, Haussmanville et Mézy à la recherche de tireurs isolés allemands. Au soir du 11 juin, elle allait enfin pouvoir se reposer. Ray écrira ce soir-là sa première lettre à sa femme depuis qu'il a quitté l'Angleterre. « Eh bien Audrey, j'imagine que tu as dû être plutôt inquiète depuis que l'invasion a commencé. Mais tout est ok et je vais bien, Dieu merci. Ce n'est vraiment pas passé loin par moments, il s'en est fallu de peu, mais pour l'instant mes prières ont été exaucées. Je prie pour qu'elles continuent à l'être. Je viens de me laver, de me raser et de changer de vêtements pour la première fois depuis plus d'1 semaine et ça fait vraiment du bien d'être à nouveau propre. On vient d'obtenir un repos bien mérité de quelques jours afin de nous relâcher un peu les nerfs. » Sur Omaha Beach, 1 millier de soldats américains furent tués en quelques heures et 2 fois plus blessés ou disparus. Si les corps de Robert Whitehead et Charles Bramcam sont rapatriés aux États-Unis, de nombreux copains de Ray reposent encore au cimetière de Colville-sur-Mer. Pour Ray, la guerre est loin d'être finie. Il connaîtra de violents affrontements à Brest ou encore dans la meurtrière forêt de Hürtgen en Allemagne. Pourtant, il réussira l'exploit de faire partie de la poignée de survivants à avoir vu l'intégralité de la campagne du jour J à la victoire. Mais, ironie de l'histoire, il sera finalement blessé au baseball en attendant le bateau qui le ramènera à la maison. En glissant sur sa base, il se brisera la jambe et retardera de 6 longues semaines son retour tant attendu aux grandes dames d'Audrey. Revenu d'Europe, Ray ne sera pas dégoûté du sport pour autant et il jouera même une saison en professionnel avec les Chicago White Sox en 1947. En juillet 1998, le film de Steven Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan » sort dans les salles de cinéma américaines. Ray tient à voir l'hommage qui est rendu à son bataillon et il prend 2 places pour une projection au cinéma Chicago Ridge. Si Ray ne peut pas détacher son regard du carnage qui se déroule à nouveau devant ses yeux, pour Audrey, c'est un véritable traumatisme. Et elle doit sortir de la salle pour aller prendre l'air. Elle n'avait jusqu'alors jamais réalisé ce que son mari avait traversé. Ray décédera seulement 1 mois après cette projection, à l'âge de 76 ans. Quant à Audrey, elle vivra jusqu'à ses 85 ans et ils laisseront après son décès en 2007 2 fils, Rick et Don. Pour cet épisode, je me suis basé principalement sur l'historique de la Compagnie B, dont l'exemplaire de Ray Halm m'a été transmis par son fils Rick. C'est un document très rare, écrit par le commandant de la compagnie, le capitaine Sidney Salomon, et 3 platoon leaders, et imprimé en Tchécoslovaquie à la fin de la guerre. Sa famille, qui a été la première que j'ai retrouvée dans le cadre de mon premier ouvrage, m'a également fourni de nombreuses informations complémentaires et j'aimerais préciser que son soutien chaleureux fut un grand facteur de motivation pour les années de dur labeur qui suivirent. Je tiens donc à remercier Don Halm et Sarah, petite fille de Ray, et j'ai une pensée émue pour Rick, son fils, qui est malheureusement décédé avant de voir aboutir le projet Teal Victory. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 5 sur la censure, le titre de cette chaîne et de mon premier livre fait référence à la signature codée utilisée par Ray, comme j'en avais fait la promesse à Rick. Grâce à ces encouragements, j'ai retrouvé près d'1 centaine de familles de par le monde pour honorer tout autant de soldats à travers leur correspondance. Et je vous en ai préparé une belle sélection pour les 2 épisodes qui vont suivre. Nous partons maintenant pour le bocage normand avec les Américains tout d'abord, puis les Anglo-Canadiens. Restez à l'affût du prochain épisode en vous abonnant à la chaîne sur votre plateforme favorite. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain Correspondance de guerre. En attendant la victoire.